À 11h15, le matin du 9 avril 1944, le lieutenant-commandant George Castleman se tenait sur la passerelle de l'USS Pillsbury. Devant lui, à environ 700 yards sur l'avant-tribord, une silhouette grise perça soudain la surface de l'Atlantique. Un sous-marin allemand venait d'émerger. 10 mois à la tête d'un destroyer d'escorte. Des dizaines d'attaques aux grenades sous-marines. Aucune capture. Le bâtiment qui venait de surgir était l'U-515, commandé par l'un des as des sous-marins les plus redoutés du Reich. Werner Hanke avait déjà envoyé par le fond 25 navires alliés. En décembre 1942, lorsqu'il torpilla le transport de troupes britanniques céramiques, plus de 600 hommes, femmes et enfants périrent dans les eaux noires. À présent, pourtant, le chasseur était devenu proie. Martelé pendant des heures par les grenades du Pillsbury et de ses bâtiments frères, le sous-marin était gravement endommagé et contraint de faire surface. L'équipage allemand se rua sur le pont. Certains tentèrent de rejoindre les canons, d'autres sautèrent directement à la mer. Le Pillsbury ouvrit le feu, l'USS Flaherty fit de même. Les rafales de mitrailleuses martelèrent le kiosque. Au-dessus, des avions en cercle lancèrent leurs roquettes, traçant des sillons lumineux à la surface de l'eau. En quelques minutes, l'étrave de l'U-515 se dressa vers le ciel, puis le sous-marin glissa en arrière et disparut dans l'Atlantique. 44 marins allemands furent repêchés, parmi eux Hanke lui-même. Le groupe de combat venait d'anéantir l'un des sous-marins les plus efficaces de la Kriegsmarine. À tout point de vue, c'était une victoire. Mais pour le capitaine Daniel Gallery, commandant le porte-avions d'escorte USS Guadalcanal et l'ensemble du groupe de chasse, le tableau était différent. Lui ne voyait pas seulement un succès, il voyait une occasion perdue. Gallery avait observé l'U-515 flotter à la surface pendant près de 10 minutes avant de sombrer. 10 longues minutes. Durant ce laps de temps, ces navires avaient fait exactement ce pourquoi la marine les avait entraînés, détruire l'ennemi. Pourtant, une autre option avait existé. S'il avait été prêt, s'il avait formé à l'avance des équipes d'abordage, Gallery aurait peut-être pu capturer le sous-marin au lieu de le couler. La valeur du renseignement aurait été inestimable. Livres de codes allemands, machines Enigma, système de guidage des torpilles, technologie de torpilles acoustiques. Depuis des années, les Alliés tentèrent de percer les codes navals allemands. Un U-boot pris intact pouvait leur offrir toutes les clés. Depuis 1815, depuis la guerre de 1812, 129 ans, aucun navire de guerre américain n'avait abordé et capturé un bâtiment ennemi en mer. La Navy ne formait plus ses marins à ce genre d'action. Il n'existait ni procédure, ni doctrine. L'idée même semblait irréaliste. Gallery décida que cela devait changer. Le défi était colossal. Les équipages de U-boot étaient entraînés à s'aborder leurs bâtiments en quelques minutes après une émergence sous le feu. Ils ouvraient les vannes de mer, armés des charges de destruction, brûlaient les livres de code et fracassaient le matériel sensible. Même si des marins américains parvenaient à atteindre un sous-marin en surface, ils montraient à bord d'un navire en train de couler, piégé d'explosifs. Les Allemands préféraient mourir plutôt que de laisser leurs secrets tomber aux mains de l'ennemi. Les chiffres, eux, étaient sans appel. Rien qu'en 1943, les sous-marins allemands avaient coulé plus de 300 navires marchands alliés. Pour les destroyers d'escorte américains, l'équation était simple. Trouver le sous-marin et le détruire avant qu'il ne vous détruise. Pas de temps pour des abordages. Aucun droit à l'erreur. Chaque seconde où un U-boot restait à flot était une seconde de plus pour lancer des torpilles. Le Pillsbury de Castleman était un destroyer d'escorte de classe Edsall, 1200 tonnes, canon de 65 mm, grenades sous-marines, mortier Hedgehog. Un navire conçu pour traquer et tuer les sous-marins, pas pour les capturer. Pourtant, l'ordre était tombé. Chaque bâtiment du Task Group 22.3 formerait une équipe d'abordage. Les hommes s'entraîneraient, ils se prépareraient, et lors de la prochaine patrouille, ils tenteraient quelque chose que la marine américaine n'avait plus osé depuis plus d'un siècle. Transition YouTube omise dans cette adaptation. Fin avril, le groupe de combat rentra à Norfolk. Castleman réunit ses meilleurs hommes et leur annonça sans détour « Nous allons monter à bord d'un sous-marin allemand ». Ils avaient 6 semaines pour comprendre comment. Le 15 mai 1944, le Pillsbury quitta Norfolk avec une nouvelle mission. Officiellement, il s'agissait d'une patrouille anti-sous-marine ordinaire. Officieusement, Gallery avait reçu une autorisation secrète venue du plus haut niveau, en ramener un intact. L'équipe d'abordage du Pillsbury comptait 8 hommes,
placé sous le commandement du lieutenant de vaisseau Albert David. Âgé de 41 ans, ancien matelot passé par tous les échelons en 25 ans de carrière, il était l'officier adjoint mécanicien du bord. Il connaissait les machines, les tuyaux, les vannes, et surtout, il savait comment un navire reste à flot. David n'avait jamais abordé de bâtiment ennemi. Personne dans la Navy ne l'avait fait de mémoire d'homme. Dès la sortie du port, l'entraînement commença. Chaque jour, sur la plage arrière, David faisait répéter ses hommes. Escalader des rambardes, sauter d'une baleinière sur un pont en mouvement, étudier la disposition générale d'un sous-marin allemand de type 9 à partir de photos de renseignements et de plans techniques. Les difficultés semblaient insurmontables. Un U-boot en surface tournerait probablement de manière erratique, son gouvernail faussé par les explosions. Le pont serait glissant d'eau de mer et de fioul. Des marins allemands pourraient encore se trouver à bord, armés, acculés. Le sous-marin pouvait replonger à tout instant, entraînant l'équipe avec lui. Et surtout, il y avait les explosifs. Les commandants allemands appliquaient des procédures strictes. Dès qu'un U-boot faisait surface sous attaque, les charges de destruction étaient armées. Ces charges étaient réparties dans tout le sous-marin, conçu pour exploser et envoyer le bâtiment par le fond en quelques minutes. En parallèle, l'équipage ouvrait les vannes de mer, inondant la salle des machines et le central de navigation. Même si des marins américains parvenaient à atteindre le sous-marin, ils montraient à bord d'un navire à la fois en train de sombrer et piégé pour exploser. L'équipe de David n'aurait pas droit à l'erreur. Ils estimaient disposer de 3 à 5 minutes entre l'embarquement et une inondation catastrophique. Dans ce laps de temps, il leur faudrait localiser et neutraliser les charges de destruction, repérer et refermer les vannes ouvertes et interrompre toute autre manœuvre de sabordage, le tout en progressant dans l'espace exigu et inconnu d'un sous-marin étranger, presque plongé dans l'obscurité. Leur équipement était rudimentaire. Quelques clés, des lampes torches, des armes de poing. Rien de plus. Aucun matériel spécialisé n'existait pour la capture de sous-marins ennemis, tout simplement parce que personne n'avait jamais eu à en capturer. Pendant les 3 semaines de traversée, Gallery multiplia les réunions avec les commandants de destroyers d'escorte. Le commandant Frederick Hall fut chargé de coordonner l'approche tactique. Le plan reposait sur une utilisation extrêmement mesurée de la force dès qu'un U-boot ferait surface. Les navires n'emploieraient que des armes de petit calibre, suffisamment pour chasser l'équipage allemand du pont, mais pas assez pour couler le sous-marin. Les avions mitraillèrent les ponts afin d'empêcher les Allemands de rejoindre leurs canons, mais les pilotes avaient reçu l'ordre strict d'éviter toute frappe sous la ligne de flottaison. L'objectif était clair, neutraliser, pas détruire. Le rôle du Pillsbury serait déterminant. Elle devait être la première à mettre une équipe d'abordage à l'eau. Castleman positionna ses baleinières pour un déploiement immédiat. À l'instant précis où un U-boot émergerait, David et ses hommes passeraient par-dessus bord et fonceraient vers lui. Rien ne garantissait le succès. La Navy n'avait jamais tenté une telle opération. Les renseignements indiquaient que les équipages allemands pouvaient achever les procédures de sabordage en moins de 4 minutes. Si l'équipe de David accusait ne serait-ce que 30 secondes de retard, elle disparaîtrait avec le sous-marin. Le groupe de combat mit le cap au sud, en direction des îles du Cap-Vert, au large de la côte ouest africaine. Les rapports de renseignement signalaient une activité de U-boots dans les voies de navigation. Les avions du Guadalcanal patrouillaient sans relâche, traquant périscopes et mâts de schnorchel. Les jours passèrent sans le moindre contact. L'attente pesa sur les hommes. David continua à faire répéter son équipe, mais la lassitude s'installait. Chaque geste était connu par cœur. Chaque scénario avait été simulé. Désormais, il ne restait plus qu'à attendre. Le 4 juin 1944, au matin, le groupe se trouvait à environ 150 miles à l'ouest du Cap Blanco. Gallery avait ordonné un changement de cap vers Casablanca pour ravitailler. La patrouille semblait toucher à sa fin. À 11h09, l'opérateur sonar de l'USS Shadwell signala un contact. Relèvement 045. Distance 800 yards. Un sous-marin progressait en immersion droit vers le Guadalcanal. 6 semaines d'entraînement venaient de s'achever. Il ne restait plus que quelques minutes. Le Shadwell vira brutalement à tribord et accéléra vers la cible. 2 chasseurs FM-2 Wildcat décollés du Guadalcanal piquèrent pas là vers la mer. Leurs pilotes distinguèrent la masse sombre d'un sous-marin évoluant juste sous la surface et ouvrirent le feu, traçant à coups de mitrailleuse des lignes d'écume pour marquer sa position aux escorteurs.
À 11h16, le Shadwell largua sa première salve de grenades sous-marines. Les explosions projetèrent d'immenses colonnes d'eau blanche dans les airs. Une nappe de fioul remonta à la surface. Le sous-marin avait été touché. 6 minutes et demie après la première attaque, le U-boot surgit à la surface à 700 yards du Shadwell. Il émergea par l'étrave, sa coque grise ruisselante d'eau de mer, le kiosque marqué de traces de rouille. Les explosions avaient bloqué son gouvernail. L'éclairage était hors service. L'eau s'engouffrait par des conduites fissurées dans la salle des machines. Privé de direction, le sous-marin se mit à tourner sur lui-même, à 5 ou 6 nœuds, en décrivant un cercle vers tribord. Des marins allemands jaillirent des écoutilles. Certains tentèrent de rejoindre les canons de pont. Le Shadwell et les autres escorteurs ouvrirent le feu avec tout ce qu'ils avaient sous la main. Les balles ricochaient sur le kiosque. Un marin allemand s'effondra, mort, sur le pont. Les autres levèrent les bras avant de se jeter dans l'Atlantique. Sur la passerelle du Pillsbury, Castleman observait le sous-marin tourner lentement sur lui-même. C'était l'instant décisif. Il donna l'ordre de mettre la baleinière à l'eau. David et ses 8 hommes étaient déjà prêts. Ils sautèrent à bord et larguèrent aussitôt les amarres. Le barreur mit le cap droit sur la trajectoire circulaire du sous-marin. Le U-boot avançait encore, continuait de tourner. Il faudrait l'intercepter comme on rattrape une bête blessée. La baleinière coupa à l'intérieur de l'arc décrit par le sous-marin. La coque grise semblait grandir à chaque seconde. Une nappe de pétrole recouvrait la mer. Non loin, des marins allemands se débattèrent dans les vagues, criant et appelant à l'aide. David ne leur accorda pas un regard. Toute son attention était fixée sur le sous-marin. La baleinière vint s'amarrer le long de la coque, glissante d'huile et d'eau salée. David agrippa une rambarde et se hissa sur le pont. Ses hommes le suivirent. Sous leurs pieds, le bâtiment roulait, continuant à décrire ses cercles, s'enfonçant lentement par l'arrière. Près de l'écoutille du kiosque, un corps allemand gisait face contre le pont. Aucun autre ennemi n'était visible. David n'hésita pas une seconde. Il s'engouffra par l'écoutille et se laissa tomber dans le central. À l'intérieur, l'obscurité était presque totale. L'éclairage de secours projetait des ombres rouges sur une machinerie inconnue. De l'eau jaillissait de conduites brisées. Le plancher était incliné. Le sous-marin se remplissait d'eau. Quelque part plus bas, David entendait le grondement sourd de la mer qui s'engouffrait. Les Allemands avaient ouvert les vannes avant d'abandonner le bord. Il ne lui restait que quelques minutes, peut-être moins, avant que le bâtiment ne disparaisse. Les hommes de David se dispersèrent aussitôt dans les compartiments. L'un d'eux découvrit la vanne du filtre d'aspiration, un gros conduit par lequel l'eau de mer se déversait librement dans la salle des machines. Le couvercle avait été arraché et jeté plus loin. Il le retrouva, le remit en place et le resserra. Le flot ralentit aussitôt. D'autres se mirent à la recherche des charges de destruction. Ils en identifièrent 13 disséminées dans tout le sous-marin. Salle des machines, compartiment torpille, centrale. Chacune devait être repérée, examinée puis neutralisée. Les détonateurs étaient armés. Certaines charges étaient programmées pour exploser en quelques minutes. Dans la pénombre, l'équipe de David avançait à tâtons, rampant dans une hao noire et huileuse, suivant des tuyaux et des câbles inconnus. Ils arrachèrent des fils, retirèrent des détonateurs, fermèrent des vannes, verrouillaient des cloisons. Pendant ce temps, le sous-marin continuait de s'enfoncer par l'arrière. Le pont arrière était déjà sous l'eau. Au-dessus d'eux, un nouveau danger se profilait. Privé de gouvernail, le U-boot en rotation dérivait dangereusement vers le Pillsbury lui-même. Castleman dut manœuvrer en urgence pour éviter la collision. La baleinière qui avait amené l'équipe d'abordage fut écrasée entre les deux coques. L'impact inonda 3 compartiments du Pillsbury. Malgré cela, l'équipe resta à bord du sous-marin. Le sabordage avait été stoppé. Le U-boot était gravement endommagé, mais il ne coulait plus. À 11h30, une seconde équipe d'abordage arriva depuis le Guadalcanal, conduite par le commandant Earl Trosino, chef mécanicien du porte-avions. Il découvrit les hommes de David toujours à l'œuvre dans les compartiments envahis par l'eau, continuant d'extraire des charges dissimulées dans les recoins. Ils avaient capturé un sous-marin allemand. À présent, il fallait le maintenir à flot. Pendant des heures, Trosino se glissa dans les compartiments inondés. Avant la guerre, il avait été ingénieur de la marine marchande, rompu au système et aux machines des navires, mais jamais encore il n'avait mis les pieds dans un sous-marin allemand. Aucun Américain ne l'avait fait. Le U-boot de type neuve était bien plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Plus de 75 mètres de long, 11 compartiments reliés par des cloisons étanches.
La conception lui était étrangère. Les inscriptions en allemand, les équipements déroutants. À la main, il suivit les canalisations, les traça dans l'eau huileuse des fonds de cale jusqu'à comprendre comment les systèmes du bâtiment s'articulaient entre eux. La poupe était déjà immergée. Les dégâts causés par les grenades sous-marines avaient fissuré des conduites et éventré des réservoirs dans toute la section arrière. L'eau de mer continuait de s'infiltrer par des dizaines de fuites. S'il ne parvenait pas à maîtriser l'inondation, le sous-marin sombrerait en quelques heures. Trosino prit la direction des opérations de sauvetage. Il affecta des hommes à des vannes précises, identifia les pompes encore en état de fonctionner, improvisa des raccordements entre compartiments pour détourner les flux d'eau. Lentement, la situation se stabilisa. Pendant que Trosino luttait pour maintenir le bâtiment à flot, l'équipe de David se consacra à la collecte du renseignement. Ils mirent la main sur 2 machines Enigma intactes avec leurs rotors de chiffrement. Ils récupérèrent des piles de livres de code, des documents de transmission, des ordres opérationnels. Ils découvrirent également des cartes détaillant les zones de patrouille des U-Boots à travers l'Atlantique. Au total, près de 400 kilos de documents classifiés de la marine allemande. La prise était exceptionnelle. À Bletchley Park, en Grande-Bretagne, les décrypteurs alliés tentaient depuis des années de percer les communications navales allemandes. Ils avaient obtenu des succès partiels, mais les réglages de chiffrement changeaient régulièrement. Des livres de code récents et une machine Enigma complète pouvaient rendre lisibles des mois de messages interceptés. Et ce n'était pas tout. Dans le compartiment avant des torpilles, les équipes de récupération découvrirent 2 torpilles à guidage acoustique. Les Allemands les appelaient Zaunkönig. Les Alliés en avaient entendu parler sans jamais en examiner une. Ces armes se guidaient sur le bruit, traquant le vacarme des hélices des navires alliés. Comprendre leur fonctionnement pourrait sauver des centaines de vies. Le capitaine Gallery se retrouva alors face à un problème immédiat. Son groupe de combat avait désormais sous sa responsabilité un sous-marin ennemi capturé à 150 miles des côtes africaines. Le U-boot était incapable de se déplacer par ses propres moyens. Il flottait à peine, et 3000 marins américains venaient d'assister à sa capture. Si les Allemands apprenaient que l'U-505 avait été pris intact, ils changeraient aussitôt leur code. Tous les avantages tirés du renseignement disparaîtraient. L'opération entière n'aurait plus aucun sens. Gallery ordonna donc le secret absolu. Aucune transmission radio concernant la capture. Aucune mention dans les journaux de bord. Les 58 prisonniers allemands, dont leur commandant blessé, furent enfermés sous le pont du Guadalcanal et interdits de tout contact. Puis, de nouveaux ordres arrivèrent de Washington. Le plan initial prévoyait de remorquer le sous-marin jusqu'à Casablanca. Désormais, il fallait le conduire jusqu'aux Bermudes. Plus de 2500 miles à travers l'Atlantique. Le calendrier était critique. Les forces alliées s'apprêtaient à débarquer en Normandie. Le jour J, initialement fixé au 5 juin, venait d'être repoussé au 6 en raison de la météo. Si les services de renseignement allemands découvraient que leur code avait été compromis à la veille de la plus grande invasion amphibie de l'histoire, les conséquences pourraient être catastrophiques. Le Pillsbury tenta d'abord de prendre le U-boot en remorque, mais la collision survenue lors de la capture avait endommagé sa coque. 3 compartiments étaient inondés. Le navire ne pouvait supporter l'effort. Ce fut donc le Guadalcanal lui-même qui établit une remorque et entama la lente route vers le nord. Le voyage dura 15 jours. Des tempêtes menacèrent à plusieurs reprises d'engloutir le sous-marin déjà saturé d'eau. Les équipes de sauvetage restèrent à bord jour et nuit, pompant sans relâche et surveillant les fuites. Le remorqueur de haute mer, USS Abnaki, finit par prendre le relais, mais le danger ne disparut jamais. Le 19 juin, le groupe de combat entra dans la baie de Port-Royal, aux Bermudes. Le U-boot fut aussitôt dissimulé dans une zone isolée de la base navale. On le repeignit pour masquer son origine allemande et on lui attribua une nouvelle identité, USS Nemo. Les 58 prisonniers allemands furent transférés dans un camp secret en Louisiane. La Croix-Rouge se vit refuser tout accès. En Allemagne, leurs familles reçurent des avis officiels les déclarant portés disparus, présumés morts. Elles ne découvrirent la vérité qu'en 1947. L'amiral Ernest King, commandant en chef de la flotte américaine, examina le butin de renseignement. Les seuls livres de code représentaient déjà une valeur inestimable. Mais King voyait plus loin. Gallery avait pris un risque immense. Si la capture avait échoué, ou si les Allemands avaient appris que leur code était compromis,
Les conséquences pour les opérations alliées auraient pu être incalculables. La réaction de l'amiral fut mesurée. Gallery recevrait la Legion of Merit, mais aussi un avertissement discret et sans équivoque. Le secret devait être préservé. À défaut, il y aurait des conséquences. La marine allemande, elle, ne sut jamais ce qu'il était advenu de l'U-505. L'amiral Karl Dönitz, commandant de la flotte sous-marine allemande, avait reçu le dernier message du bâtiment le 3 juin. Le sous-marin signalait sa position au large des côtes africaines et indiquait faire route vers sa base de Lorient, en France. Après le 4 juin, plus rien. Ce silence n'avait rien d'exceptionnel. En 1944, les U-boots disparaissaient régulièrement. Les groupes de chasse alliés et les avions à long rayon d'action avaient transformé l'Atlantique en terrain de mort pour les sous-marins allemands. Dönitz supposa que l'U-505 avait été détruit par des grenades sous-marines ou par une attaque aérienne comme tant d'autres avant lui. Il n'ordonna aucun changement de code. Aucune alerte ne fut diffusée concernant une éventuelle compromission des communications. La Kriegsmarine continua d'utiliser les mêmes réglages Enigma, les mêmes procédures de chiffrement, les mêmes protocoles opérationnels. Le secret tint. Les 3000 marins américains témoins de la capture ne dirent rien. Ils n'écrivirent aucune lettre décrivant l'événement. Ils n'en laissèrent aucune trace dans leurs journaux personnels. Durant la traversée vers les Bermudes, le capitaine Gallery avait clairement exposé les enjeux. Si l'information parvenait aux Allemands, toute la valeur du renseignement serait perdue, et des marins comme des soldats alliés mourraient à cause de paroles imprudentes. Les hommes comprirent. Il n'y eut pas la moindre fuite. À Bletchley Park, en Angleterre, les décrypteurs britanniques reçurent les documents capturés quelques semaines plus tard. La machine Enigma et ses rotors confirmèrent leur compréhension des méthodes de chiffrement allemandes. Les livres de code fournissaient des réglages valables pour tout l'été 1944. Des transmissions de U-boots, jusque-là incompréhensibles, devinrent soudain lisibles. Le renseignement révéla les positions des sous-marins allemands à travers l'Atlantique. Il mit au jour leur schéma de patrouille, leur tactique d'attaque, leur route d'approvisionnement et leurs points de rendez-vous. Les commandants de convois alliés modifièrent leur trajectoire pour éviter les zones infestées. Les groupes de chasse reçurent des coordonnées précises pour frapper leurs cibles. Les torpilles à guidage acoustique se révélèrent tout aussi précieuses. À Washington, les ingénieurs du Naval Ordnance Laboratory démontèrent côté des Nantis les armes une à une et en étudièrent en chaque composant. Ils découvrirent que ces torpilles suivaient le bruit de cavitation produit par les hélices. En quelques mois, la Navy mit au point des contre-mesures. Les navires commencèrent à remorquer des dispositifs appelés Foxer, des leurres sonores générant un bruit plus fort que celui des bâtiments eux-mêmes. Les torpilles se détournaient alors vers ces cibles factices. Les commandants de U-boots remarquèrent rapidement le changement. Des armes jusque-là redoutables manquaient désormais leurs objectifs avec une fréquence inquiétante. Les rapports remontèrent à l'état-major. Dönitz soupçonna l'existence d'une contre-mesure alliée sans jamais faire le lien avec l'U-505. Il pensa que la technologie avait été étudiée à partir d'une torpille défectueuse, pas d'un sous-marin capturé intact. La guerre de l'Atlantique se poursuivit durant l'été et l'automne 1944. Les pertes allemandes augmentèrent. De nouveaux sous-marins quittèrent les chantiers navals équipés de schnorchels, leur permettant de faire fonctionner leurs moteurs diesel en immersion. Cette innovation prolongeait leur endurance sous-marine et compliquait leur détection. Mais les Alliés avaient les codes. Ils savaient où ces nouveaux sous-marins se rendaient avant même qu'ils n'y arrivent. Les groupes de chasse les interceptaient en pleine mer. Les avions les surprenaient lors de leur transit en surface. La bataille de l'Atlantique, qui avait menacé pendant 4 ans d'étrangler les lignes d'approvisionnement britanniques, était désormais gagnée. Le Pillsbury reprit ses opérations après réparation à Norfolk. La collision avec l'U-505 avait endommagé 3 compartiments, mais les chantiers navals la remirent en état en quelques semaines. À la fin de l'été, elle était de nouveau en patrouille avec le Task Group 22.3. Le groupe de chasse continua de balayer l'Atlantique tout au long de l'automne. Ils ne trouvèrent presque plus de sous-marins. L'activité des U-boots s'était effondrée dans l'océan central. Les rares bâtiments encore en mer longeaient les côtes européennes ou se réfugiaient dans des zones lointaines, hors de portée de la couverture aérienne alliée. La guerre en Europe approchait de son terme. En avril 1945, les armées alliées avaient franchi le Rhin et progressaient en Allemagne.
Les forces soviétiques se refermaient sur Berlin à l'est, le Reich d'Hitler s'écroulait. Mais la guerre des U-Boots n'était pas encore terminée. Le commandement naval allemand avait prévu une dernière opération. Un groupe de sous-marins dotés des technologies les plus récentes devait traverser l'Atlantique et frapper les côtes américaines. La mission était désespérée, une ultime tentative de démontrer que l'Allemagne pouvait encore frapper le cœur même de son ennemi. Le 8 avril 1945, le Pillsbury quitta Norfolk au sein d'un nouveau groupe opérationnel. Leur objectif était clair, intercepter les sous-marins ennemis avant qu'ils n'atteignent les eaux américaines. L'opération reçut un nom lourd de sens, Teardrop. L'opération Teardrop naquit de la peur. Au début d'avril 1945, les services de renseignement alliés avaient détecté un groupe de sous-marins allemands progressant vers l'ouest à travers l'Atlantique. Il s'agissait de sous-marins de type Neuve, des bâtiments à long rayon d'action capables d'atteindre sans difficulté la côte est des États-Unis. Mais ce qui alarma réellement les stratèges navals, ce ne furent pas les sous-marins eux-mêmes, ce fut ce qu'ils pourraient transporter. Depuis des mois, des rumeurs circulaient sur des projets allemands visant à lancer des bombes volantes, V1 ou des fusées V2 depuis des plateformes sous-marines. Ces armes avaient ravagé Londres. Une seule V2 frappant New York ou Washington pourrait faire des milliers de victimes. Les services américains ne purent jamais confirmer que les sous-marins approchants transportaient de telles armes, mais ils ne purent pas non plus l'exclure. La Navy mit alors sur pied 2 forces de barrage destinées à intercepter les bâtiments ennemis. Le Task Group 22.7 comprenait les porte-avions d'escorte Bogue et Core, accompagnés de plus d'une douzaine de destroyers d'escorte. Le Pillsbury fut affecté à l'écran défensif. Le barrage s'étendait à travers les approches occidentales de l'Atlantique, un véritable filet de navires et d'avions conçu pour intercepter tout sous-marin tentant d'atteindre les eaux américaines. Pendant 2 semaines, le groupe patrouilla dans le brouillard changeant et une mer lourde. Les avions multiplièrent les recherches. Les opérateurs sonars restèrent à l'écoute, scrutant le moindre écho. Les sous-marins étaient là, quelque part, glissant silencieusement sous les longues houles grises. Le 16 avril, le barrage enregistra ses premières touches en victoire. Des destroyers d'escorte localisèrent successivement les U-235 et U-880 à quelques heures d'intervalle. Les grenades sous-marines les envoyèrent tous deux au fond. 6 jours plus tard, avions et navires de surface détruisirent l'U-518. 3 sous-marins éliminés. Le barrage fonctionnait. Mais les Allemands continuaient d'avancer. Le matin du 24 avril, l'USS Frederick C. Davis patrouillait à environ 650 milles au nord-ouest des Açores. À 8h29, son opérateur sonar signala un contact à 2000 yards. Un sous-marin tentait de se faufiler à travers le dispositif. Le Frederick C. Davis manœuvra pour attaquer. Le contact se perdit, noyé dans le sillage du navire. L'officier de quart ordonna un virage brutal pour reprendre la piste. À 8h39, alors que le sous-marin se trouvait à seulement 650 yards, une torpille frappa le flanc bâbord. L'arme à guidage acoustique explosa dans la salle des machines avant. La déflagration brisa le destroyer d'escorte en 2. La proue coula immédiatement. La poupe resta à flot 5 minutes, juste assez longtemps pour que des survivants se jettent à l'eau. 115 hommes périrent. Seuls 77 furent sauvés. Le Frederick C. Davis devint ainsi le dernier navire de guerre américain coulé par une action ennemie dans l'Atlantique. Le sous-marin responsable était l'U-546, commandé par le capitaine-lieutenant Paul Just. Il avait franchi le barrage sans être détecté, tiré sa torpille à bout portant, puis plongé en profondeur pour s'échapper. Lorsque l'appel de détresse fut émis, le Pillsbury se trouvait à 12 milles. Castleman ordonna immédiatement la vitesse maximale. En moins d'1 heure, 8 destroyers d'escorte convergèrent vers la zone. Le Flaherty arriva le premier et établit un contact sonar à 9h23. Il attaqua à la grenade sous-marine. Le contact disparut. La chasse dura 10 heures. L'U-546 plongea jusqu'à 600 pieds et se mit en silence. Les escorteurs se déployèrent sur toute la zone, leurs faisceaux sonars balayant les profondeurs. Le contact apparaissait, disparaissait, puis revenait. Le sous-marin manœuvrait sans cesse, exploitant les couches thermiques et ses moteurs électriques silencieux pour échapper à la détection. Le Pillsbury patrouillait le périmètre tandis que le Flaherty coordonnait les attaques. Le Shadwell, le Nunn, le Varian, le Hubbard, le Jensen et le Keith se joignirent à la poursuite.
Ils larguèrent des grenades sous-marines en schéma croisé, puis tirèrent des salves de mortiers Hedgehog sur les positions supposées. Chaque attaque forçait l'U-546 à descendre plus profond. Mais il refusait toujours de faire surface. En fin d'après-midi, les batteries du sous-marin étaient presque épuisées. Il était immergé depuis 8 heures. L'air était vicié. L'équipage à bout de force. À 19h43, après une ultime attaque Hedgehog du Flaherty, l'U-546 souffla ses ballastes et fit surface. Les destroyers ouvrirent le feu aussitôt. Le commandant allemand ordonna le lancement de 2 torpilles contre le Flaherty dans un dernier geste de défi. Les 2 manquèrent leur cible. Les mitrailleuses balayèrent en le ponk. L'équipage allemand abandonna le navire. 33 survivants furent repêchés, dont le capitaine-lieutenant Paul Just. Il fut transféré à bord du porte-avions Bogg pour interrogatoire. La Navy n'avait qu'une seule question essentielle. Existait-il d'autres sous-marins transportant des armes secrètes ? Just avait la réponse. Son interrogatoire dura plusieurs jours. Les officiers du renseignement naval l'interrogèrent sans relâche sur des armes secrètes, des fusées lancées depuis des sous-marins, des projets d'attaque contre les villes américaines. Just répondit. Il n'y avait aucune arme V à bord des sous-marins allemands. Il n'y en avait jamais eu. Les bâtiments traversant l'Atlantique transportaient uniquement des torpilles classiques. La mission n'était qu'une attaque conventionnelle, un dernier geste désespéré d'une marine à l'agonie. La redoutée attaque de missiles contre le territoire américain n'avait jamais existé. L'opération Teardrop avait réussi. Les forces de barrage avaient détruit 5 des 7 sous-marins envoyés contre les États-Unis. L'U-546 fut le dernier. Les 2 bâtiments restants se rendirent après la capitulation allemande du 8 mai 1945. Le Pillsbury fut également présent lors de cette reddition. Avec son navire jumeau Pope, il escorta l'U-858 depuis le milieu de l'Atlantique jusqu'à Cape May, dans le New Jersey, après y avoir placé une équipe de prise. La guerre dans l'Atlantique était terminée. Le bilan final révéla alors l'ampleur de la contribution du Pillsbury. En 13 mois d'opérations de combat, ce petit destroyer d'escorte avait pris part à la destruction de 2 sous-marins allemands et à la capture d'un 3e. Aucun autre navire de guerre américain ne pouvait se targuer d'un tel bilan. L'U-515 figurait parmi les sous-marins les plus efficaces de la Kriegsmarine. Son commandant, Werner Henke, avait envoyé par le fond 25 navires alliés pour un total dépassant 150 000 tonnes. En avril 1944, ce furent les grenades sous-marines du Pillsbury qui l'avèrent contrainte à faire surface. L'U-505, elle, demeura le seul sous-marin allemand capturé par les forces américaines durant toute la guerre. Les documents extraits de sa coque offrirent pendant des mois une vision inédite des opérations navales allemandes. La machine Enigma et les livres de code permirent aux cryptographes alliés de lire les communications ennemies durant l'été critique de 1944, au moment même où le débarquement de Normandie se jouait. Quant à l'U-546, elle fut le dernier sous-marin allemand à couler un navire de guerre américain. Le Pillsbury participa à la traque de 10 heures, qui la força à faire surface et mit fin à sa menace. La Navy reconnut l'exploit en attribuant sa plus haute distinction collective. Le Task Group 22.3 reçut la Presidential Unit Citation pour la capture de l'U-505. La citation saluait la coordination de l'attaque, la rapidité de l'abordage et la sauvegarde réussie de renseignements d'une valeur inestimable. Le lieutenant Albert David reçut la Medal of Honor pour avoir conduit l'équipe d'abordage sur un sous-marin en rotation. Le texte de sa décoration relatait comment il s'était engouffré par l'écoutille du kiosque, parfaitement conscient que le U-boot pouvait sombrer ou exploser à tout instant. Il avait risqué sa vie bien au-delà de ce que le devoir exigeait. Ce fut l'unique Medal of Honor décernée à un marin de la Navy dans tout le théâtre atlantique de la Seconde Guerre mondiale. 2 membres de son équipe, le radio de 2e classe Stanley Wowyak et le torpilleur de 3e classe Arthur Knispel, reçurent la Navy Cross. Les autres participants à l'abordage furent décorés de Silver Stars. Le capitaine Daniel Gallery reçut la Legion of Merit, mais cette reconnaissance fut assortie du nombre. L'amiral King avait été clair. Le secret entourant l'U-505 devait être préservé jusqu'à la fin de la guerre. Gallery avait pris un risque colossal. Si la capture avait été révélée trop tôt, si les Allemands avaient modifié leur code avant le jour J, le cours même de l'invasion aurait pu être bouleversé. King respectait l'audace de Gallery sans jamais lui pardonner totalement le danger encouru.
Le sous-marin capturé resta dissimulé aux Bermudes jusqu'à la capitulation allemande. Ensuite, la Navy l'utilisa une dernière fois. Repeint et remis en état, l'U-505 fit le tour des ports américains dans le cadre de la 7e campagne d'emprunt de guerre. Les citoyens achetant des obligations pouvaient monter à bord et parcourir les compartiments où David et ses hommes s'étaient battus pour le maintenir à flot. La campagne rapporta des millions. Pour la première fois, le public découvrit l'histoire que 3000 marins avaient regardée secrète pendant près d'un an. Après la guerre, la Navy n'eut plus l'usage du sous-marin. Il fut un temps question de le remorquer au large et de le couler au canot, simple cible d'entraînement vouée à disparaître sous l'Atlantique comme tant d'autres U-boots. Mais Gallery voyait les choses autrement. Le sous-marin pour lequel ces hommes avaient risqué leur vie méritait un destin différent. Devenu contre-amiral, Daniel Gallery lança une campagne pour sauver l'U-505. Il contacta les responsables civiques de Chicago, sa ville natale, et proposa d'y exposer le sous-marin comme mémorial permanent de la bataille de l'Atlantique. Le Museum of Science and Industry accepta, mais le défi logistique était immense. Il fallait déplacer un bâtiment de 750 tonnes depuis l'océan Atlantique jusqu'aux rives du lac Michigan, sur plus de 1000 km, dont une large part par voie terrestre. En 1954, des ingénieurs acheminèrent l'U-505 le long de la côte atlantique, à travers le golfe du Mexique, puis en remontant le réseau du Mississippi jusqu'à Chicago. La dernière étape consista à faire rouler le sous-marin à travers les rues de la ville sur des rouleaux spécialement conçus. Des milliers de Chicagoans bordèrent le parcours pour voir ce U-boot allemand se faufiler lentement entre maisons et commerces. Le 25 septembre 1954, l'amiral de la flotte William Halsey inaugura l'U-505 comme mémorial de guerre permanent. Placé à l'extérieur du musée, le sous-marin permit aux visiteurs de monter à bord et de parcourir les mêmes espaces que ceux où Albert David et ses hommes étaient entrés 10 ans plus tôt. David, lui, ne vit jamais ce mémorial. Il mourut d'une crise cardiaque le 17 septembre 1945. 3 semaines avant la cérémonie prévue pour lui remettre la Medal of Honor. Il avait 43 ans. Le président Harry Truman remit la décoration à sa veuve Linda May David lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche le mois suivant. La Navy honora ensuite sa mémoire en donnant son nom à un destroyer d'escorte, l'USS Albert David, mis en service en 1968 et actif jusqu'en 1990. George Castleman retourna à la vie civile après la guerre. Le lieutenant-commandant qui avait vu sombrer 2 sous-marins et ordonné l'abordage d'un 3e mena ensuite une existence discrète, loin de l'Atlantique. Comme beaucoup de vétérans de sa génération, il parlait rarement de ce qu'il avait vécu. Le Pillsbury servit jusqu'en 1947, avant d'être désarmé et placé en réserve. Rappelé en 1955, il fut transformé en navire radar pour la guerre froide et patrouilla le long de la barrière atlantique à la recherche de sous-marins soviétiques jusqu'en 1960. Désarmé définitivement, il fut vendu à la ferraille en 1966. Aucun monument ne commémore son service. Aucun musée n'expose ses objets. Le navire ayant participé à la seule capture de sous-marins ennemis par les États-Unis depuis 1815 n'existe plus aujourd'hui que dans les photographies et les archives officielles. Mais l'U-505, lui, demeure. En 2004, le Museum of Science and Industry acheva une vaste rénovation. Le sous-marin fut alors déplacé à l'intérieur dans une salle d'exposition souterraine à climat contrôlé. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent parcourir son intérieur, conservé presque exactement tel qu'il était lorsque les hommes d'Albert David avaient franchi l'écoutille du kiosque. À ses côtés est exposée la Medal of Honor que David ne vécut jamais assez longtemps pour recevoir. On y voit aussi les machines Enigma récupérées par son équipe, les livres de code qui permirent de percer les communications allemandes, ainsi que les torpilles à guidage acoustique qui révélèrent tant de secrets ennemis. Depuis 1954, plus de 30 millions de personnes ont visité l'exposition. Elle traverse le central où David cherchait fébrilement les charges de destruction. Elles observent la vanne que Trosino referma pour stopper l'inondation. Elles se tiennent dans les compartiments où 8 marins américains, par leur sang-froid et leur détermination, sauvèrent un navire ennemi en train de sombrer. La capture de l'U-505 demeure à ce jour le seul cas où la marine des États-Unis a abordé et saisi un navire de guerre ennemi en haute mer depuis la guerre de 1812. Cela ne s'est jamais reproduit. Si cette histoire vous a touché autant qu'elle nous a marqué, faites-nous une faveur. Cliquez sur « J'aime »,
Chaque mention aide à faire découvrir ces récits à un plus grand nombre. Abonnez-vous, activez les notifications. Chaque jour, nous faisons ressurgir des histoires oubliées, enfouies dans les archives poussiéreuses. Des histoires de marins qui ont sauté sur des sous-marins en train de couler et ont changé le cours de la guerre. De vraies personnes. Un héroïsme bien réel. Vous n'êtes pas seulement spectateur. Vous participez à la transmission de cette mémoire. Dites-nous si quelqu'un dans votre famille a servi dans la marine. Faites-nous simplement savoir que vous êtes là. Merci d'avoir regardé, et merci de faire en sorte qu'Albert David, George Castleman et l'équipage de l'USS Pillsbury ne disparaissent pas dans le silence. Ces hommes méritent d'être rappelés à la mémoire collective, et grâce à vous, ils le sont.